Bonjour, vous écoutez Paroles de Société, votre balado signé et reflet de société. Zoé Soré-Empereur est une jeune artiste et poétesse montréalaise qui conjugue la langue, la scène et l'intime avec une intensité rare. Oui, j'ai osé le dire. Vous êtes diplômée en arts et sciences, tutrice de français pour les employés fédéraux anglophones. Vous avez tracé un chemin singulier entre l'écriture, la performance et les arts visuels. Votre premier recueil s'intitule Blasphème, paru aux éditions TNT en octobre 2023. Celui-ci s'impose comme une exploration frontale de la sensibilité, du désir ou encore de la révolte. Divisé en 4 parties, votre ouvrage passe de la chair au sacré, du sarcasme à la lucidité. Beaucoup d'humour dans votre ouvrage. On y croise les brûlures de l'amour, les excès du monde, les nuits éclatées et les blessures qu'on transforme en lumière. C'est un livre à la fois lyrique et politique, personnel et collectif. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir, Zoé, pour parler de votre ouvrage, à la fois intime, corrosif et terriblement vivant, et c'est la première fois d'ailleurs. Bonjour Zoé. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci pour la description aussi, l'analyse que vous avez faite de mon recueil. C'est toujours assez étonnant d'avoir des retours, des analyses sur ce qu'on écrit soi. Donc c'est ça, j'apprécie. Alors Zoé, votre livre s'intitule Blasphème, mais on pourrait aussi le lire Blasphème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est sûr que c'est une contraction donc avec le terme blasphème et le terme femme. Donc c'est un peu ce personnage, c'est un personnage que j'ai créé qui est assez écorché vif, c'est sûr, qui je pense relève beaucoup de choses qui lui paraissent comme des blasphèmes, comme de l'hypocrisie peut-être par rapport à des positions gouvernementales ou à la société dans laquelle on se trouve. Et donc le fait qu'elle ait cette expression qui soit parfois un peu peut-être un peu colérique, ou la forme par laquelle elle s'exprime, c'est pas forcément la bonne forme. Donc ce qu'elle reproche ou ce qu'elle dit ou son attitude peut être vu comme un blasphème pour des gens qui sont peut-être plus classiques, plus conservateurs, mais elle-même dénonce ce qui est de l'ordre du blasphème pour elle. Donc il y a une sorte de miroir entre ce que elle représente et ce que elle perçoit du monde. Je sais pas si cette explication est comme clair et fluide, mais c'était un peu ça l'idée. À quel moment c'est paru évident pour vous que le titre serait Blasphème ? Alors en réalité, cette histoire-là, en réalité, je faisais du tatouage, j'ai appris à dessiner, à tatouer, et puis j'avais une amie qui s'est jamais tatouée, et qui m'avait demandé de lui concevoir un tatouage pour elle, et en réfléchissant, en tout cas un jour, par rapport à cette fille-là, j'ai juste eu un jeu de mots qui m'est venu et j'ai pensé à Blasphème pour elle à la base. Mais j'étais dans tout un processus d'écriture, etc. Et finalement, j'ai trouvé que ça représentait parfaitement le personnage que j'avais déjà commencé à créer et qui était déjà animé dans ma tête. Et je me suis dit, ce terme-là représente tellement bien, parce que cette amie-là était un peu ce genre de fille de caractère qui est un peu le personnage de Blasphème, un peu intense, un peu qui parle, qui s'exprime, qui donne son avis, un peu en tout cas. Et donc voilà, en tout cas l'idée vient de là. Si je raconte l'histoire réelle telle qu'elle s'est passée dans mon intimité, dans ma vie, c'est ça. Dans la première partie de votre ouvrage, vous parlez d'un rapport écorché au monde, presque mystique. Quelle place tient la spiritualité dans votre écriture ? Est-ce qu'elle en tient même ? Oui, elle en tient. Je pense qu'elle en tient une, notamment parce que le premier recueil qui ouvre mon livre s'intitule Cohen's Walk. Et c'est une histoire que je raconte dans le sens où c'est un peu quelque chose qu'à la base qui était secret pour moi, mais depuis que j'ai publié ce livre-là, ce recueil-là, c'est plus du tout un secret. Mais en tout cas, avant, j'aimais ça me recueillir, donc faire la marche du Mont-Royal et me recueillir sur la tombe de Leonard Cohen. C'est quelque chose que je faisais seule, c'est un chemin au sein duquel je croisais personne souvent, au cimetière également. Donc c'était vraiment un moment souvent de solitude et de connexion profonde avec moi-même, et aussi avec Leonard Cohen. Et aussi avec une forme j'avais l'impression un peu de toucher à des choses mystiques, dans le sens où il est décédé, c'est quelqu'un qui a une œuvre qui est impressionnante, c'est quelqu'un qui a un rapport à la spiritualité qui est très fort. Et donc j'étais vraiment perdue à titre personnel dans ma vie. Et un jour, j'ai fait cette marche-là et j'ai eu une demande où je me suis adressée un peu comme mon guide ou à l'univers, et c'est ce que je raconte dans ce poème-là, en demandant finalement ce que je devrais faire, ce que je suis, etc. Et peu après ça, j'ai eu un peu une révélation par rapport à la poésie et tout ça. Et pile un an après cette marche-là, j'ai été invitée par Sylvain Turner pour la première fois pour lire ma poésie dans le cadre de La Nuit Blanche, je pense. Un an pile après cette marche. Et donc, en tout cas, je sais pas si je m'égare dans mes réponses, j'ai tendance à donner beaucoup de détails, mais tout ça pour dire que
oui, pour moi, c'est une grande place. Pour moi, l'écriture, c'est aussi un peu un canal entre ce qu'il y a de plus grand que nous et nous, entre le ciel et la terre, et un peu nous, en tant qu'êtres humains, on serait un peu les médiums, et donc, en tout cas, de ce qui nous vient, de ce qu'on ressent, de l'innommable, de l'impalpable, du sacré. Et donc, en tout cas, voilà, pour moi, c'est une grande présence, ça m'habite, et c'est des thèmes que j'explore, notamment que j'ai exploré dans ce recueil. La troisième partie de votre ouvrage est beaucoup plus satirique. Elle s'en prend à nos habitudes de consommation, à la superficialité du divertissement. Comment le regard de vous, en tant que poétesse, s'est confronté avec votre situation de citoyenne, finalement ? Avec ma situation de citoyenne, oui. Dans quel sens, pardon ? Est-ce que vous avez l'impression peut-être de dénoncer des habitudes de consommation que vous pouvez peut-être prêter vous-même dans votre vie ? Oui, bien sûr. Je pense que je suis passée par là, je passe par là, et je pense que c'est aussi des habitudes justement qui sont des habitudes un peu qui sont occidentales, dans le sens où on a des manières de s'amuser, de lâcher la pression qui sont occidentales. Enfin, le côté un peu à se noyer dans l'alcool, dans la drogue, dans l'excès, dans la sexualité, dans l'argent, dans tout ça, c'est quand même quelque chose qui est très vraiment un concentré de capitalisme et de pensée, je pense, occidentale. En tout cas, Et voilà, donc c'est pour ça que moi-même, en étant née dans un système comme ça, j'ai pu être témoin de ça, que ce soit des gens plus grands que moi quand j'étais plus jeune, ou moi-même dans mon parcours. Et j'ai vu j'ai trouvé beaucoup d'humour, beaucoup d'observations, beaucoup de paradoxes là-dedans, dans tout ce qu'on va dépenser finalement en énergie, en argent, dans la simple idée de sortir de soi, de quitter notre conscience, de quitter notre réalité, de fuir notre réalité, de fuir notre semaine, de fuir notre vie finalement. Et ça nous prend énormément de temps, il y a des conséquences sur notre santé, sur notre système nerveux, mais c'est quand même ça qu'on fait parce que on n'a pas d'autres moyens finalement. Et certainement d'ailleurs de part que on est déconnecté de notre spiritualité et que donc il nous reste quoi quand on travaille comme des acharnés 5 jours sur 7 et qu'en fait on veut juste respirer mais que on est trop stressé, donc il faut qu'on enlève ce stress. Et on n'a pas d'autre chose à laquelle se raccrocher que de se noyer dans l'oubli finalement. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mes réflexions, je pense, en grandissant. Et je me suis demandé, mais c'est dingue en fait. C'est ça. J'ai trouvé ça assez riche en réflexion. Est-ce que vous aimeriez clôturer cette entrevue en nous lisant une partie de votre livre ? Pourquoi pas, oui. Est-ce que vous avez un poème ou une partie que... J'ai pas pensé à un poème que... Votre préféré ou le dernier que vous avez écrit, celui qui vous inspire le plus, je sais pas, comme vous voulez. Ok, je peux lire le premier Cohen's Walk, étant donné que j'en ai parlé. C'est parfait. Donc je me lance. Oui. Cohen's Walk. Le mamelon de Montréal, dont le sommet m'abreuve, désarmant mes âmes enfançonnes par sa beauté et ses chefs-d'œuvre. Là où dort le maître des poètes, traversant rêves et fleuves, dans ses rêves noirs et bleus, les plus étranges, on me guide. Je ne sais qui me guide. Je flotte, me défais des songes anxieux, abrités par les bois, aux arbres anorexiques et aux écureuils morts. La rencontre de Mi-jung, from South Korea, embrasa ma foi. La femme chantait dans la forêt. Elle m'aida à transgresser mes peurs, de nouvelles-nées qui se crispent et qui craint je ne sais quoi, au premier craquement de la glace timide. 52 saisons à son compte, un bonnet bleu, des bottes rouges, j'entendais ses chakras chalouper. On s'est promis des prières, on s'échangea, un câlin, elle qui était pianiste. Keep asking God, what's my goal, my vision? Universe is protecting you. God has a bigger plan. Sur la route, vers l'essence pure de poésie, somnolente sous la stèle tatouée, de 2 cœurs inversés, enchevêtrés, je cours dans la neige et décharge mes feux. Emmanuel, Mi-jung, l'écureuil mort, tout cela qui peint la présence divine. Les pinceaux dansent, se tachent d'éphémérité. Du bout des poils, ils fabriquent la vie.
Merci infiniment, Zoé. Merci à vous, vraiment. C'est un honneur. L'honneur est partagé. Donc, vous venez d'écouter Paroles de Société, votre balado original signé Reflet de Société. Aujourd'hui, nous étions avec Zoé Soré-Empereur, poétesse et autrice de Blasphème, que vous pouvez retrouver partout sur Internet, notamment sur les éditions tnt.com, mais également en librairie. Elle sera présente au Salon du Livre de Montréal du 19 au 23 novembre 2025. Je vous rappelle que son recueil explore sans détour la douleur, la sensualité et la rébellion d'exister. C'est un livre qui brûle et apaise, qui interroge et qui libère aussi. Merci à vous, Zoé, encore une fois, pour votre prise de parole, votre franchise. Et puis, merci à vous aussi pour votre fidèle écoute. On se retrouve très bientôt avec une autre voix, un nouvel auteur, un autre ouvrage, pour donner encore une fois la parole à celles et ceux qui osent dire ce que notre société tait ou a tué. Merci beaucoup. Merci à toi, à vous.